C'était une après-midi ordinaire à Paris. Le ciel était couvert, menaçant de pluie, mais les rues restaient animées, comme toujours. N'Golo Kanté marchait tranquillement dans le 18e arrondissement, discret comme à son habitude. Habillé d'un simple sweat à capuche gris et d'un pantalon de sport, il portait un petit sac de provisions, du pain, quelques fruits. Rien en lui ne trahissait sa célébrité. Il aurait pu passer pour n'importe qui. Mais malgré sa modestie, son visage n'était pas inconnu. 3 garçons jouaient au foot sur le trottoir à quelques mètres. L'un d'eux, Malik, le reconnut immédiatement. Il s'arrêta net, les yeux écarquillés, et murmura quelque chose à ses amis. Tous se tournèrent, figés un instant, avant de courir vers lui. « Monsieur Kanté, c'est vous ? On peut faire une photo, s'il vous plaît ?» Pris au dépourvu mais souriant doucement, Kanté posa son sac au sol et acquiesça d'un signe de tête. Il était toujours mal à l'aise avec ce genre de moment, mais il ne savait pas dire non à des enfants. Il s'approcha. « Bien sûr, dit-il simplement. » Les garçons s'agitèrent, sortirent leur téléphone, se placèrent autour de lui pour une photo. L'excitation faisait briller leurs yeux et les compliments fusaient à toute vitesse. « Vous êtes le meilleur milieu du monde. Je joue avec vous sur FIFA tous les soirs. Mon père a pleuré quand vous avez soulevé la coupe. » Kanté riait timidement, visiblement gêné mais touché. La scène était bruyante, joyeuse, spontanée. Une femme âgée passant par là s'arrêta un instant pour observer, un sourire attendri aux lèvres. Mais tout le monde ne partageait pas cette bonne humeur. Derrière la vitrine d'une petite boutique de produits naturels, une femme les observait, les bras croisés. Elle s'appelait Élodie. Cinquantaine stricte, chignon mal attaché, regard dur. Elle n'aimait pas le bruit. Encore moins les groupes d'enfants devant son magasin. Elle fronça les sourcils en voyant le rassemblement devant sa porte. Elle sortit précipitamment, claquant la porte derrière elle. « Oh, ça suffit maintenant! C'est pas un terrain de foot ici! Vous dérangez tout le monde !» Les enfants se figèrent. Kanté, surpris, se retourna calmement vers elle. « Excusez-nous, madame. On faisait juste une photo rapide. Ils vont repartir. » Mais elle n'écoutait pas. Sa colère semblait plus profonde que l'instant, comme si ce moment d'allégresse venait réveiller quelque chose de plus ancien en elle. Son regard tomba sur une banane tombée du sac de Kanté. Elle s'en empara sans réfléchir. « Vous voulez jouer ? Allez jouer dans les ordures !» Et elle lança la banane en sa direction. Elle heurta son épaule avant de tomber au sol. Un silence glacial s'abattit. Les garçons restèrent figés, bouche bée. Kanté regarda la banane, puis leva les yeux vers la femme. Il ne dit rien. Il se pencha, ramassa le fruit et le remit doucement dans son sac. Élodie tourna les talons sans un mot de plus, satisfaite. Elle ne vit pas l'homme au coin de la rue sortir son téléphone pour appeler la police. Elle ne vit pas la voiture bleue s'approcher lentement à l'autre bout de la rue. Mais Kanté, lui, l'entendit. Et les enfants aussi. Et aucun d'eux ne parlait. La voiture de police s'arrêta doucement au coin de la rue. 2 agents en descendirent, calmes, professionnels. L'un, l'inspecteur Morel, grand, le regard attentif. L'autre, son collègue Dupuis, plus jeune mais tout aussi vigilant. En quelques instants, ils ressentirent la tension dans l'air, cette atmosphère étrange, figée entre stupeur et malaise. Un vieil homme s'approcha d'eux rapidement, un téléphone encore à la main. « C'est la femme du magasin là-bas. Elle a lancé une banane sur ce jeune homme, devant les enfants, j'ai tout vu. » Morel hocha la tête. Il observa l'homme en question, encore debout près du trottoir, un sac de provisions à la main. Le joueur ne parlait pas. Son visage, pourtant si souvent souriant, n'exprimait que le vide. « Monsieur, vous allez bien ? Elle vous a bien agressé ?» demanda Morel doucement. Kanté hocha lentement la tête. « Oui. Elle a jeté une banane sur moi. J'étais juste là, avec les enfants. Ils prenaient une photo. Elle s'est énervée. Et elle l'a jetée. » Les enfants, d'abord silencieux, parlèrent tous en même temps, expliquant, criant presque. Malik s'avança, plus assuré. « Elle a crié sur nous. Elle a dit qu'on dérangeait. » Puis elle a ramassé la banane et l'a jetée sur lui. Comme si c'était normal. Morel fit signe à Dupuis, qui partit en direction de la boutique. Il entra sans prévenir et trouva Élodie derrière son comptoir. Elle avait déjà repris sa posture défensive. « Encore vous. J'espère que vous êtes venu pour virer ces gamins. »
Madame, nous avons reçu une plainte pour agression. Il semblerait que vous ayez lancé un objet sur un passant. Elle haussa les épaules, exaspérée. Oh, une banane, et alors? Il l'avait fait tomber. J'ai juste voulu la lui rendre. C'est dingue, maintenant tout devient une affaire d'État. Avez-vous dit autre chose? Vous les avez insultés? Je leur ai dit de faire moins de bruit. Ils gênent mes clients. C'est interdit maintenant? Vous allez devoir nous accompagner pour donner votre version. Prenez vos affaires, s'il vous plaît. Élodie fulmina. Oh non, mais c'est n'importe quoi. C'est moi la victime. Ces enfants me harcèlent, et maintenant je dois aller au commissariat. Dehors, Kanté s'était assis sur le bord du trottoir. Il gardait les yeux baissés. L'un des garçons s'accroupit à côté de lui et posa une main sur son épaule. Il ne réagit pas tout de suite. Puis, il souffla doucement. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait de mal. Je marchais seulement. Morel se pencha légèrement, la voix basse. Parfois, ça suffit pour déranger certaines personnes. Quelques minutes plus tard, Dupuis revint accompagné d'Élodie, toujours furieuse, qui évitait de croiser le regard de Kanté. Elle fut installée à l'arrière de la voiture. Un attroupement s'était formé. Des regards, des murmures, des téléphones levés. Au commissariat, les rôles furent séparés. Kanté fut conduit dans une pièce plus calme, prévue pour les victimes. On lui proposa un avocat, un interprète, une assistance psychologique. Il refusa poliment. Il ne voulait ni vengeance, ni discours. Il voulait juste comprendre. Dans une autre salle, Élodie racontait sa version avec une nervosité grandissante. J'étais stressée, je n'ai rien contre lui. Je suis même mariée avec un homme du Maghreb. Ce n'est pas du racisme, c'était juste un moment d'énervement. Mais l'un des enfants avait filmé la scène. L'enregistrement audio était clair. On entendait Élodie hurler. « Ce n'est pas un stade ici! Allez jouer dans les ordures !» Les agents échangèrent un regard. La preuve parlait d'elle-même. Un avocat du syndicat des joueurs arriva rapidement au commissariat pour représenter Kanté. Il proposa de faire une déclaration publique, d'intenter une action civile. Kanté secoua la tête. « Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas qu'on m'applaudisse pour avoir été humilié. » Il quitta le poste tard, sous une pluie fine. Il refusa la voiture, refusa les flashs. Il marcha, seul, les épaules basses, comme s'il portait un poids invisible. Son sac toujours à la main, la banane à l'intérieur. Il n'avait pas faim. Il passa devant la boutique, désormais fermée, les rideaux baissés. Il passa devant l'endroit où les enfants avaient découru vers lui quelques heures plus tôt. Il ne ralentit pas. Paris continuait, indifférente. Mais en lui, quelque chose s'était brisé. Les jours suivants passèrent dans un flou pesant. L'affaire fit la une partout, chaînes d'infos, réseaux sociaux, presse sportive, plateau télé. Les images de Kanté quittant le commissariat, seul, tête baissée, furent reprises en boucle sur fond de musique dramatique. Tout le monde avait un avis. Certains s'indignaient, d'autres minimisaient, quelques-uns allaient jusqu'à plaisanter. Mais N'Golo Kanté, lui, s'enfonçait dans le silence. Il resta chez lui, loin de tout. Il ne répondait à personne, ignorait les appels, laissait son téléphone éteint. Sur la table de sa cuisine, la banane était toujours là. Elle noircissait lentement. Chaque jour, il la regardait sans y toucher. Pas un mot. Pas un geste. Le club comprit rapidement. Il lui accorda un congé sans condition. Quelques coéquipiers tentèrent de le contacter. Certains vinrent même frapper à sa porte. Il ne les rejeta pas, mais il ne les accueillit pas non plus. Il s'enferma dans ce vide où ni les mots, ni le soutien ne semblèrent pouvoir entrer. De son côté, Élodie faisait face à une tempête bien différente. Son magasin fut déserté, les vitrines taguées, des pancartes accrochées à la grille. Pas de racistes dans notre quartier. Kanté mérite le respect. Certains voisins la fuyaient, d'autres la regardaient avec un mélange de gêne et de mépris, mais elle ne céda pas. Elle se présenta comme la vraie victime dans quelques médias extrémistes, dénonçant la dictature du politiquement correct. Elle nia toute intention raciste. Elle parla de sa colère mal exprimée. Mais rien n'y fit. Les preuves étaient là. Les témoins aussi. Le procès arriva plus vite que prévu. La pression médiatique, les témoignages concordants,
l'enregistrement audio, tout poussait vers une procédure exemplaire. Kanté n'avait pas envie de s'y rendre. Il déclara à son avocat « Je veux que ça se termine. Rien de ce que je dirai n'effacera ce qu'elle a fait. Mais on le convainquit d'y aller. Pas pour elle, pour lui, pour ceux qui avaient vu, entendu et compris ce que ce geste représentait. » Le jour du jugement, il arriva sans escorte, en silence, vêtu simplement. Pas de journalistes autour de lui, ils étaient tenus à distance. Dans la salle, Élodie semblait nerveuse, les traits tirés, mais gardait cette froideur qu'elle portait comme une armure. Kanté parla peu. Il n'en voulait pas. Il ne cherchait pas à la détruire. Il voulait juste dire ce qu'il avait ressenti. Ce n'était pas la première fois que je faisais face à ça. Mais ce jour-là, j'étais juste un homme qui marchait. Je ne portais pas de maillot. Je n'étais pas sur un terrain. Je souriais à des enfants. Et malgré tout, j'ai été traité comme un intrus, comme une cible. Dans la salle, personne ne bougea. Élodie baissa les yeux pour la première fois. Le juge rendit son verdict. 6 mois d'assignation à domicile, une amende, des cours obligatoires de sensibilisation aux discriminations et une indemnité symbolique à verser à Kanté, qu'il annonça immédiatement vouloir reverser à une association pour les jeunes sportifs issus des quartiers populaires. À la sortie du tribunal, Kanté refusa toute interview. Il remonta la rue, seul, sans hâte, sans expression. De retour chez lui, il retrouva la banane sur la table. Elle était molle, presque liquide sous sa peau noire. Il la prit, la jeta doucement à la poubelle, referma le couvercle et resta là, debout, les mains dans les poches, face au silence. Il reprit l'entraînement quelques jours plus tard. Sérieux, silencieux. Il faisait les passes justes, courait comme avant. Mais ceux qu'il connaissait, voyant bien que quelque chose avait changé. Un éclat en moins, une ombre dans le regard. Lors de son premier match après le retour, il joua 90 minutes. Impeccable, comme toujours. Mais à la fin, alors que ses coéquipiers se saluaient, souriaient, levaient les bras, lui marcha droit vers le tunnel. Tête baissée. Sans un mot. Ce soir-là, il rentra, retira ses chaussures, s'assit au sol, dos contre le mur, et fixa la fenêtre. Paris brillait au loin. Le monde tournait. Les médias étaient de passer à autre chose. Mais en lui, la blessure restait ouverte, parce qu'on ne lui avait pas seulement lancé une banane. On lui avait rappelé qu'il ne suffirait jamais d'être discret, gentil ou talentueux. Pour certains, il serait toujours de trop. Et ça, aucune victoire, aucun trophée, aucun silence ne pourrait l'effacer.